Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Oui, madame. Bien. Donc, comme il a été dit dans l'invitation, la toute première invitation, j'ai mentionné 13 heures, mais j'ai pas fait attention que mon micro, il est en décalage d'une heure par rapport à l'heure de l'Algérie. Donc, 14 heures, sur mon écran, il est 14h13 minutes. Donc, vous voyez que je suis en décalage. C'est parce que je crois qu'il y a eu une révision de l'heure au niveau européen aujourd'hui, apparemment, d'après un de mes étudiants. Donc aujourd'hui, on va faire le cours numéro 5. C'est à partir d'aujourd'hui qu'on va parler du langage UML. Et justement, ce langage, c'est celui-là qui va nous permettre de modéliser des choses. Parce que lorsqu'on fait, lorsqu'on réalise notre cahier de charge à partir de l'étape d'expression des besoins, ensuite la spécification des besoins, justement pour tracer ce cahier de charge, donc pour concrétiser cette spécification de besoin, on a besoin de modéliser quelque chose. Donc on a besoin de modéliser justement ces besoins. Donc ces spécifications, on va les modéliser en utilisant un outil ou bien un langage. Donc justement, le langage qu'on va utiliser pour modéliser les spécifications, on va utiliser le langage UML. Langage UML qui nous offre des outils qui sont les diagrammes, différents types de diagrammes, et qui nous permettent, ces diagrammes nous permettent d'exprimer, si vous voulez, tous les besoins qu'un client peut exprimer dans un cahier de charge. Donc, n'oubliez pas le cahier de charge. Dans le cahier de charge, on spécifie les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Donc, les besoins fonctionnels sont ceux-là qu'on pourra représenter par des diagrammes. Donc, aujourd'hui, comme vous le voyez ici, le cours numéro 5, c'est Unified Modeling Language ou bien UML. Voilà, donc voici le plan du cours. On va voir quel est l'objectif de modéliser, donc de la modélisation en général. Et puis, de cette modélisation, on va faire ressortir un modèle. Donc, on va définir c'est quoi un modèle. Quels sont les langages qui nous permettent de réaliser ce processus de modélisation, les types de langages. Donc, il y a différentes catégories de langage. Ensuite, on va étaler dans une diapo l'historique en bref de l'UML, de l'évolution du langage UML. Et on va spécifier dans un autre diapo quelles sont les choses qu'on pourra modéliser en utilisant ce langage UML. Donc, en utilisant le langage UML, qu'est-ce qu'il est possible de modéliser en termes spécification de besoin. Et à la fin, on va voir une taxonomie des diagrammes qui sont disponibles actuellement au niveau du langage UML. Puisque à chaque fois, il y a des nouvelles versions du UML, donc à chaque nouvelle version, il y a des rectifications, il y a des ajouts au niveau des différents diagrammes, et on assiste maintenant à beaucoup de diagrammes qui sont disponibles au niveau de ce langage et qu'on pourra utiliser pour spécifier non seulement les spécifications des besoins au niveau du cahier de charge d'un logiciel, mais l'UML, sa force, c'est quoi? Il permet de modéliser n'importe quelle autre chose, n'importe quel système, si vous voulez. UML, en utilisant UML, je peux modéliser un système, je ne sais pas, d'un ascenseur, le système de circulation d'un train, je peux spécifier, par exemple, une architecture d'une maison, c'est-à-dire que là, le langage UML, sa force, elle réside dans le fait que si vous voulez, c'est un langage qui me permet de modéliser n'importe quel système, même s'il n'est pas un système informatique. Et à forte raison, à forte théorie, si vous voulez, il me permet de modéliser un système informatique, donc tel qu'un logiciel. D'accord. Donc, ce langage, il pourra être étudié, ce langage de modélisation, il pourra être étudié pas seulement par la communauté des informaticiens, mais aussi par toute personne qui voudrait modéliser dans sa spécialité un système quelconque. D'accord. Donc, un architecte peut utiliser UML, un ingénieur génie civil peut utiliser UML,
je ne sais pas, n'importe la gestion du trafic, on peut utiliser l'UML, n'importe quel système, on peut utiliser l'UML. Par exemple, le fonctionnement d'un système d'exploitation, on peut utiliser l'UML pour le modéliser. Donc, on peut utiliser UML dans n'importe quel domaine parce que UML, c'est un langage qui permet de modéliser le fonctionnement de n'importe quel système. Et à forte raison, un système informatique n'est qu'un logiciel. D'accord? Donc, c'est ça la force de ce langage. En plus, je vous rappelle, je l'ai déjà dit auparavant, l'UML, ce n'est pas une méthode, c'est un langage. Donc, c'est comme si vous travaillez avec un langage de programmation. Supposons que vous voulez programmer quelque chose. Vous devez utiliser un langage de programmation pour écrire vos programmes. Par exemple, vous utilisez le langage C, ou bien le langage Java, ou bien C Sharp, etc., pour écrire des programmes en, si vous voulez, qui vous aident donc, en utilisant ces langages. Donc, parce que ces langages de programmation vous offrent des instructions. Et en utilisant ces instructions, vous pouvez représenter la sémantique et la logique de votre programme. Maintenant, l'UML, c'est aussi un langage, mais il ne nous offre pas des instructions. À la place des instructions, il nous offre autre chose. Il nous offre des diagrammes. Donc, on peut utiliser différents diagrammes pour composer notre modèle, donc pour représenter notre modèle. Dans les langages de programmation, on utilise les instructions pour écrire un programme, et avec UML, on utilise les diagrammes pour représenter les différents modèles. Voilà, donc l'objectif de la modélisation, pourquoi on voudrait modéliser? C'est parce qu'on voudrait aboutir à deux objectifs majeurs qui sont ceux de communiquer, donc on voudrait faire communiquer quelque chose, et on voudrait aussi avoir les outils pour contrôler. Alors, communiquer, pourquoi? Parce que pour communiquer, on doit garantir une bonne compréhension entre les différents acteurs. Par exemple, si j'utilise un modèle bien défini, je pourrais communiquer ce modèle avec d'autres personnes pour que la compréhension soit la même. Par exemple, supposons j'ai un modèle, un plan d'une maison, un modèle de construction d'une maison, je l'ai conçu, et ben je vais communiquer ce modèle-là à d'autres architectes, et en voyant ce modèle-là, ils vont comprendre exactement ce que je voulais faire introduire dans l'architecture de la maison. Donc, ce modèle-là, c'est un moyen de communication. Donc, c'est un moyen de communication qui nous permet de bien communiquer parce qu'on aura la même compréhension, la même sémantique de la même chose. Du fait qu'on a le même langage. Étant des architectes, on parle le même langage. Donc, si on voit un modèle quelconque, on pourra comprendre quelles sont ses spécificités et quelles sont ses retombées, si vous voulez, en termes de choix de l'architecte. Voilà. Donc, premièrement, le premier but de la modélisation, c'est de pouvoir communiquer, et ce, pour garantir la bonne compréhension entre acteurs. Donc, dans un système, il y a plusieurs acteurs qui vont intervenir dans un système. Donc, si je communique à l'intérieur entre les acteurs avec ce modèle-là, un modèle que j'aurais représenté de ce système, donc j'aurai une meilleure compréhension, je vais garantir une meilleure compréhension entre les acteurs pour ce modèle. Voilà, donc le but, c'est de garantir la communication, pardon, je suis en train de garantir la communication entre les utilisateurs et les informaticiens. Dans le cadre de la modélisation d'un logiciel, nous avons les utilisateurs, ça peut être les end-users qui vont utiliser le logiciel, ça peut être le client, celui qui a demandé à réaliser pour lui le logiciel. Et entre informaticiens, ce sont ceux qui vont produire en passant par les différentes étapes, produire le logiciel à la fin. Donc, si on utilise un modèle, donc ça va nous permettre une meilleure communication entre ces utilisateurs et les informaticiens. Donc, il n'y aura pas un déphasage. Par exemple, le client, il nous dit quelque chose et l'informaticien comprend autre chose. Et du coup, il va programmer autre chose que souhaitait le client. Ou bien l'utilisateur, il voulait faire un certain traitement dans une interface et puis la réalisation, elle a été faite autrement. Donc, il y aura un déphasage. Donc, il n'y a pas une bonne compréhension des besoins.
Et puis là, le modèle aussi, il permet une meilleure communication entre une équipe de développement. Parce que lorsque je développe un logiciel, surtout si c'est un logiciel que là, il est de taille moyenne, pas un petit logiciel, mais de taille moyenne ou bien un grand logiciel. Donc, son développement nécessite toute une équipe de développeurs, d'informaticiens. Et puis, dans ces équipes, donc, c'est sûr qu'on va se partager les différentes tâches. Par exemple, l'analyste, le concepteur, le développeur, celui qui va faire la maintenance, mainteneur, etc. Donc, les différents intervenants dans ce logiciel, ils sont de différentes souches. Par exemple, celui-là, le premier, il fait l'analyse du système, du logiciel. Celui-là, il va faire la conception. Le troisième, il va développer. Et le quatrième, il va faire opérer des maintenances sur le logiciel développé. Donc, ça veut dire ici, s'il n'y a pas une bonne compréhension à travers ces différents informaticiens, ces différentes personnes qui interviennent sur le logiciel, donc j'aurai, si vous voulez, j'aurai des problèmes qui vont surgir et qui, peut-être à une certaine étape, seront très difficiles à régler à cause de la malcompréhension et la disparité entre les différents acteurs informaticiens. Mais si j'ai un modèle, ce modèle-là, il est bien conçu par l'analyste, par le concepteur, par le développeur, par le mainteneur. Donc, je vais parler, toute l'équipe informaticienne va parler le même langage du fait qu'elle comprend ce que signifie ce modèle qui a été réalisé pour ce logiciel. D'accord. Donc, c'est pour unir et garantir la bonne compréhension. Deuxième but de la modélisation, c'est de pouvoir contrôler. Parce que si j'établis un modèle, je l'ai établi en suivant un certain nombre de conditions et de règles. Donc, c'est un modèle qui est bâti sur une description rigoureuse et contrôlable, parce que j'ai utilisé des outils. Ces outils, il y a une certaine logique pour les composer ensemble, etc. Donc, pour produire le modèle, il y a une certaine condition, une certaine vérification. Donc, tout ça, c'est un contrôle. Donc, ça me permet de contrôler, d'opérer un contrôle rigoureux. D'accord. Et du coup, quelle est la conséquence si je fais bien cette description rigoureuse? Donc, ça va se répercuter sur la qualité des modèles. Donc, il faut garantir, par exemple, la cohérence, l'exhaustivité, que le modèle décrit tous les cas possibles, imaginables que je dois introduire à l'intérieur. Et il doit produire aussi la notion de pertinence. Ça veut dire que ce que j'ai fait comme représentation de ce modèle, il doit être très intéressant et très important pour celui qui l'a demandé. En l'occurrence, l'utilisateur ou le client, par exemple, il est pertinent. Et il couvre tout ce qu'a demandé, par exemple, le client ou bien l'utilisateur, end user du logiciel. Donc, contrôler, c'est pour aboutir justement à cette qualité de modèle en préservant les différentes, si vous voulez, en veillant à garantir les différentes propriétés qui permettent d'aboutir à des modèles de qualité, tels que la cohérence, la cohérence, ça veut dire qu'il n'y ait pas de contradictions. Je ne représente pas quelque chose et je trouve à côté sa contradiction. L'exhaustivité, ça veut dire tous les cas possibles imaginables, ils ont été pris en charge. La pertinence, ça veut dire ce que j'ai fait, c'est que réellement ce que souhaite le client, le end user, c'est pertinent pour lui, c'est intéressant. La couverture, je n'ai omis aucun cas. J'ai couvert tous les cas possibles et imaginables. Donc l'objectif finalement de la modélisation, c'est justement de communiquer pour bien se comprendre entre communautés et de contrôler pour veiller à ce que les modèles produits soient de qualité. Maintenant, définissons ce que c'est un modèle. Un modèle, tout simplement, c'est une représentation abstraite, simplifiée, d'entités du monde réel. Par exemple, si je prends une maquette d'une maison, par exemple produite par un architecte, cette maquette de la maison, ou bien ce plan de la maison, c'est une représentation abstraite, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas dans la réalité. Elle est simplifiée parce qu'elle est bâtie sur certains aspects de la maison, pas toute la maison. Juste les piliers, la plateforme, par exemple les mesures, etc. Donc c'est une représentation plus ou moins simplifiée d'une maison que je vais construire un jour, que l'architecte va construire un jour dans la réalité. Donc finalement, le modèle anticipe la réalité. Je représente le modèle avant de le produire dans la réalité. Et ce modèle me permet de mieux comprendre le système à développer. Parce que
Si, par exemple, je prends le cas le plus concret, construire une maison, si je commence tout de suite à la construire, au moment de construire, je me rends compte qu'il y a des choses, par exemple, que j'ai oublié. Par exemple, il y a, par exemple, de certains choix, j'aurais pas dû les faire, je me suis trompée, parce que la maison ne va pas apparaître telle que je la voyais dans ma tête. Donc, parce que j'imaginais quelque chose, mais en construisant directement, j'ai abouti à autre chose. Donc, mais si je me serais basé sur un modèle, le risque de se tromper, il est vraiment minimisé parce que je ne vais bâtir que ce que j'ai décrit d'une façon abstraite dans le modèle. Donc, je vais suivre le plan pas à pas. Ce plan, il a été initialement réfléchi et bâti sur une expertise, une sémantique, une façon de faire. Et une fois que j'ai validé, j'ai contrôlé, j'ai validé ce modèle, donc je peux passer directement à l'action dans la réalité pour réaliser ce modèle-là dans le monde réel. D'accord? Donc, parmi les représentations, on peut trouver différentes façons pour représenter un modèle. Donc, on peut retrouver une représentation graphique. S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, Oui, madame. madame. Oui, madame. Donc, il y a des gens qui demandent à rentrer. OK. Donc, je reviens. Donc, ici, il y a différentes façons de représenter le modèle. Par exemple, graphique. Par exemple, on voit bien, par exemple, graphique. Par exemple, un architecte, il utilise une maquette. Donc, c'est graphique. Il peut dessiner, par exemple, avec un logiciel de construction CAO, construction assistée par ordinateur, un logiciel. Il peut dessiner le plan d'une maison ou bien la maquette d'une maison. Donc, finalement, il se base sur un modèle graphique, donc une représentation graphique du modèle. On peut aussi trouver d'autres types de modèles. Modèle, par exemple, physique, représentation physique ou mathématique. Par exemple, représentation physique, je veux construire un robot. Donc ici, je vais ramener des petites pièces miniatures comme ça, voilà, des petits modèles miniatures pour pouvoir construire, par exemple, le robot. Donc, je fais en petite maquette, si vous voulez. Donc, cette représentation du modèle, elle est physique. Euh, je peux aussi vouloir représenter un modèle de façon mathématique. Donc, je décris le modèle à travers des équations. Donc, j'ai une équation pour représenter les différentes entités, pour décrire le fonctionnement du modèle. Comme je peux me baser sur une description ou bien une représentation verbale du modèle. Donc, la description, elle peut être sous forme de voix, donc, verbale. Voilà, donc vous voyez bien que le modèle, on a différentes façons de le représenter. Donc, le cas qui nous intéresse, c'est un cas graphique mathématique. En fait, l'UML, il y a du graphique, mais qui est subi à une certaine logique mathématique. C'est d'ailleurs le fait de rallier le côté graphique au côté mathématique, ça devient une représentation semi-formelle. Parce que, pourquoi semi-formelle? Parce qu'elle n'est pas bâtie entièrement sur des maths. Si le modèle UML était à 100% représentation mathématique, donc le UML deviendrait un langage formel. Mais maintenant, le fait d'utiliser des diagrammes, donc on va utiliser des diagrammes, donc qui est une représentation graphique, mais ces diagrammes-là ne sont pas représentés comme ça, sans aucune règle, sans aucune restriction. Donc il y a une certaine logique qu'il faudrait respecter, c'est une logique mathématique. Donc on va rallier le côté graphique au côté mathématique, et du coup notre modèle il devient UML, c'est un langage qui nous permet de représenter un modèle de façon semi-formelle, moitié formelle, moitié non formelle. Formelle à cause de la logique mathématique qu'on utilise et non formelle à cause du côté graphique, représentation graphique, tel que vous le voyez ici, de notre modèle. Voici quelques langages, non, pas quelques langages, mais plutôt, on va décrire ici les langages de modélisation. Ils sont composés de quoi? Donc, en fait, un langage de modélisation, il doit être composé de trois choses. D'abord, la sémantique des concepts que je vais utiliser dans le modèle. Ensuite, je vais utiliser la notion de notation. J'ai la sémantique des choses, des concepts,
Mais maintenant, comment je vais les noter, ces concepts? Donc, il y a une certaine notation que je dois utiliser pour représenter mes concepts. Ensuite, il y a le troisième composant du langage de modélisation, ce sont les règles. C'est-à-dire, ces règles-là, ce sont elles qui vont me dire comment je dois construire et utiliser les concepts. Donc, c'est la construction et l'utilisation des concepts qui seront décrits par ces règles-là. Exemple. J'ai par exemple un concept, par exemple, langage de modélisation des signaux du trafic, signaux du code des véhicules. Donc, par exemple, j'ai le concept, la sémantique du concept stop. Donc, j'ai un concept qui s'appelle stop. Maintenant, comment je vais noter ce stop? J'ai deux possibilités. Ou bien j'utilise cette notation, donc c'est un panneau sur lequel je décris le mot stop, ou bien j'utilise un autre type de panneau, mais sur lequel je représente une main ouverte pour indiquer que c'est un stop. Donc, j'ai pour noter ce concept stop deux notations possibles qui me sont offertes. Maintenant, quelle est la signification à la rencontre de ces deux concepts? Donc, c'est la règle d'utilisation et la règle de construction. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? La règle, c'est quoi? À la rencontre de ce panneau, arrêt obligatoire. Donc, si un véhicule est en train de circuler, au moment où il rencontre ces deux panneaux en route, donc il est obligé de faire un arrêt obligatoire. Voilà, donc ça c'est un exemple, si vous voulez, d'un langage de modélisation des véhicules, de code de la route, code des véhicules, d'accord? Donc, exemple de langage, nous avons par exemple le code de la route que vous voyez ici, que je représente à travers les panneaux. Donc, la notation, c'est sous forme de panneaux. Donc, vous voyez ici, il y a des panneaux sous forme triangulaire, sous forme rond, etc. Donc, il y a des panneaux d'interdiction, il y a des flèches de part et d'autre, etc. Donc, il y a différentes façons de représenter. Il y a des panneaux qui portent même, par exemple, les schémas d'un véhicule, d'un camion, par exemple, des passagers, etc. Pas un passager, mais comment on appelle ça, celui qui utilise la route, pedestrian, en anglais, j'ai oublié le mot en français. Donc voilà, donc différents panneaux du code de la route. Je peux avoir aussi un autre langage, par exemple le langage des surmuets. Donc ceux qui ne parlent pas, donc ceux qui sont sourds et muets, donc ils utilisent le langage de la main, donc le langage de gestes. Donc, il utilise la main pour communiquer avec d'autres personnes. D'accord? Donc, c'est un langage de modélisation qui permet de faire communiquer les personnes entre elles. D'accord? Donc, si, par exemple, un sourd communique avec nous, on est obligé de comprendre ce langage-là de communication et du fait que c'est un langage universel. Donc, le fait de respecter cette compréhension, de comprendre la sémantique des concepts, on pourra communiquer avec un sourd-muet sans aucun problème. Maintenant, essayons de voir quels sont les types de langage de modélisation, différents types. Donc, comme je l'ai tout à l'heure expliqué, il y a des types de langage qu'on appelle des langages formels et d'autres types qui sont des langages semi-formels. Donc, les langages formels, c'est clair et net, c'est les maths. C'est tout ce qui est logique, mathématique, etc. On peut trouver différents types de cette catégorie de langage. Par exemple, langage Z, langage B, utilise le langage mathématique des ensembles, des ensemblistes. Un équivalent de langage Z B qu'on appelle le VDM, c'est équivalent au langage ZB, simplement il n'utilise pas la notion d'ensemble, mais il n'utilise pas la logique ensembliste, si vous voulez, mais il utilise la logique des prédicats, par exemple. VDM, donc je l'ai mentionné ici, Vienna Development Method. Donc vous tapez sur Google, il va vous donner plein de détails sur ce VDM. C'est un langage formel parce que
justement, il se base sur des les mathématiques prédicatives. Donc, on a d'autres langages formels, Lotus, CSP, etc. Donc, celui qui veut s'approfondir dans la compréhension de ces langages formels, il n'a qu'à taper l'exemple de langage formel et il trouvera plein de descriptions sur ces langages. L'essentiel des langages formels, ils se basent sur des maths, si vous voulez. C'est la logique mathématique. Donc, expression, donc en utilisant ces langages-là, on arrive à exprimer le modèle de façon mathématique. Et pas seulement de façon mathématique. Donc, puisqu'on utilise les mathématiques nous offrent les outils de preuve formelle sur la spécification. Ça veut dire, je représente mon modèle mathématiquement et je peux prouver que ce modèle, il est correct, il respecte les spécifications parce que les mathématiques me offrent des outils de vérification. Donc, c'est ça la force des maths. Malheureusement, dans la réalité, il n'est pas possible de calquer les mathématiques sur tous les systèmes réels parce qu'il y a certains aspects qu'on n'arrive pas à percer et à modéliser de façon formelle à 100%. Mais si les aspects du monde réel, des systèmes du monde réel en général, étaient parfaitement compréhensibles par l'être humain, il aurait trouvé une représentation mathématique rigoureuse et à partir de là, le tour est joué. Parce que non seulement il le représente de façon rigoureuse, et en plus, il a la preuve que cette représentation est correcte, puisqu'il peut utiliser des méthodes mathématiques pour démontrer que ces modèles sont corrects. Mais en général, les systèmes du monde réel, ils sont complexes. D'ailleurs, tout système du monde réel, il est tellement complexe. Ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'informaticiens, donc on peut un peu représenter une partie de ce système-là en utilisant des méthodes, qu'elles soient formelles ou bien semi-formelles ou autre chose. Donc, c'est une représentation, si vous voulez, approchée, parce qu'on n'arrive pas, l'être humain n'arrive pas à comprendre toutes les répercussions, toutes les spécificités des systèmes du monde réel. Tout système, il est complexe. Prenez, par exemple, n'importe quel système, même si il apparaît simple, il n'est pas vraiment simple. Donc, parce qu'il y a certains détails qu'on n'arrive pas à percer et du coup, on ne pourra pas les représenter de façon formelle. Un autre type de langage de modélisation, c'est ce qu'on appelle les langages semi-formels. Et justement, notre UML, il rentre dans cette catégorie. Donc, parmi les langages semi-formels, on peut trouver Meurice, UML. Donc, j'ai mis Meurice et UML juste pour pointer du doigt que Meurice, c'est différent du UML. Premièrement, la première Meurice, c'est une méthodologie, alors qu'UML, ce n'est pas une méthodologie, c'est un langage. Donc déjà, cette différence, elle se voit à travers cette distinction entre méthodologie et langage. Donc, mais tous deux, ils permettent une expression graphique du modèle, une représentation graphique du modèle. Le fait d'utiliser cette représentation graphique, pour l'être humain, c'est plus facile à comprendre et à manipuler. Donc, facile d'emploi et de compréhension. Mais cette représentation graphique, elle ne se fait pas n'importe comment. Il y a des règles qu'il faudrait respecter. Donc, il y a à l'intérieur une certaine logique mathématique qu'il faudrait respecter en traçant les différents graphiques du modèle. Donc, du coup, ça s'appelle langage semi-formel. Donc, il y a le côté logique mathématique, mais c'est c'est pas à 100% mathématique, puisqu'il y a le côté graphique de cette représentation de modèle. Donc, voici une petite, si vous voulez, description de Meurice UML, donc chacun à part. Donc, ce sont deux concepts qu'on décrit à travers des langages semi-formels. Par exemple, pour Meurice, c'est une approche fonctionnelle, alors que UML, il adopte une approche objet. Donc, UML raisonne sur l'entité ou bien le concept d'objet,
Alors que Meurice, il raisonne sur le concept de la fonction, ou bien de la procédure, ou bien du traitement. D'accord? Par exemple, si je prends Meurice, donc déjà Meurice, il a été défini entre les années 60 et 70. Meurice, c'est une méthodologie qui a été française, qui a été initiée par un ministère, je ne sais pas lequel, mais c'est en France, donc c'est une initiative ministérielle pour réfléchir sur une méthode ou bien une méthodologie que toutes les entreprises françaises qui produisent des logiciels doivent adopter pour pour si vous voulez, pas seulement le logiciel, mais pour faire la gestion des systèmes d'information. Donc, bien sûr, dans cette gestion, il existe le logiciel qu'il faut produire, bien sûr. Donc, les méthodes étaient diverses, et donc il y avait besoin d'unifier tout ça. Et pour cela, ils ont décidé de créer un groupe de travail au niveau ministériel qui englobait toutes les entreprises, le côté universitaire, donc les chercheurs universitaires, etc., afin de créer une méthodologie commune que tout le monde doit suivre pour mettre en place tout système d'information, d'accord, informatique bien sûr, informatiquement parlant. Et lorsqu'ils ont créé ce groupe-là, ils l'ont partagé en deux parties. Donc, ils ont mis un sous-groupe qui va s'occuper du côté données et un autre sous-groupe qui va s'occuper du côté traitement. Et par la suite, les deux groupes devaient se réunir pour valider ce qui a été fait dans le groupe orienté données et le groupe qui s'occupait des traitements. D'ailleurs, dans la méthodologie Meurice, vous avez à une certaine étape, une étape qu'on appelle la validation. Parce que il y a le côté modèle MCD, modèle conceptuel de données, etc. À un certain moment, on passe au modèle de traitement, conceptuel de traitement. MOT, modèle opération de traitement, etc. MCT, modèle conceptuel de traitement, etc. Donc, d'abord le côté données, ensuite le côté traitement. Par la suite, il faut passer par une étape qu'on appelle la validation. Alors, si vous tapez dans Google Meurice, il va vous décrire cette étape de validation. Pourquoi c'est important de la faire? C'est important de la faire, c'est parce que il y a eu le travail, il se fait en deux sous-groupes séparés, et à la fin, il faut unifier les efforts des uns et des autres en vue de faire ressortir un seul résultat, et d'où l'étape de validation. Donc, dans cette méthodologie, on donne plus d'importance au traitement. Et on sépare, justement, comme je vous ai dit, c'est la séparation entre les données et les traitements. Ceux qui s'occupent des données, c'est un groupe. Ceux qui s'occupent du traitement, c'est un autre groupe. À la fin, il faut unifier les deux travaux réfléchis par l'un et l'autre par une étape de validation. Par contre, le côté UML, donc c'est une approche qui est basée objet. Donc l'important, c'est l'objet. Donc on se base sur cet objet-là pour réaliser tous les traitements nécessaires par la suite. D'accord? Donc l'UML, il a été réfléchi depuis 1980, début 1990, où il y a eu l'apparition des premières générations d'UML, donc des premières versions d'UML. Et comme je vous ai dit, on se base dans l'UML sur l'objet. Donc l'important, c'est l'objet, c'est lui le pivot de ce langage. Et puis là, l'objet, la force de ce langage, puisqu'on se base sur l'objet, maintenant l'objet, à l'intérieur de cet objet, on va mettre et les données et les traitements. Donc on n'aura pas de la séparation entre ceux qui réfléchissent sur les données seuls et ceux qui réfléchissent sur les traitements seuls. Donc ici, on n'a pas d'étape de validation parce qu'on véhicule dans un objet, dans le concept objet, aussi bien les données que les traitements, et du coup, donc, on ne mettra dans cet objet que les traitements qui manipulent ces données de l'objet. Et donc ici, je répète ce processus pour tous les objets. Donc tous les traitements sont en adéquation avec les données, donc je n'aurai pas d'étape de validation à faire. Donc, et c'est ça la force de ce langage, c'est qu'il n'y a pas de séparation. Ici, il y a une séparation et du coup, une étape de validation est nécessaire.
Voilà, donc essayons de voir un petit peu l'évolution du UML. Donc, comme je vous ai dit, les premières générations sont apparues dès le début des années 90. Mais depuis, il y a eu plusieurs méthodes pour les mêmes concepts. Donc on a eu ODD de Grady Bosch, 1991, l'OMT de James Rambo, donc 91, OOSE de Ivar, Jacobson, 91, OA, etc. OOA et OOD de Code Jordan, 92. Donc, vous voyez bien, depuis les années 90, on devait réfléchir sur un langage qui permettait de représenter un modèle sous le concept, sous le paradigme objet. Et depuis, il y a eu plusieurs tentatives pour réfléchir à différents modèles. Vous voyez bien. Ensuite, on s'est rendu compte que chacun devait réfléchir son modèle propre à lui et comment le représenter. On s'est dit, on ne peut pas continuer avec cette façon de faire. D'où l'idée, le besoin plutôt d'unifier, de faire une unification de toutes ces réflexions et de faire un seul, si vous voulez, de créer un seul modèle, une seule représentation du modèle. Donc, le besoin s'est fait sentir parce que s'il y a différentes représentations, par la suite, si je veux passer d'une représentation à une autre, je dois faire des règles de passage. Et si les entreprises devaient utiliser des méthodes différentes, il n'y aurait plus possibilité de les faire communiquer s'il y a un logiciel qui doit communiquer avec un autre, etc. Donc, il y a plein de travail qui devait se faire pour justement uniformiser le passage d'un modèle à un autre. Donc, le besoin s'est fait sentir d'unifier tout ça. Donc, toutes les méthodes protagonistes, donc, qui étaient l'une différente de l'autre, devaient se s'unir en un seul modèle. D'où l'UML1, d'où l'apparition de l'UML1 proposée par Rational Laws, voilà, en 1997. Et enfin, à la fin des années 97, donc le consortium, donc l'Object Management Group, celui qui s'occupe de standardiser les langages, etc., donc, et tout ce qui est informatique, donc a accepté cette version UML 1.1 comme un standard de modélisation basé sur le concept de l'objet. Donc c'est un langage de modélisation orienté objet. Parce que n'oubliez pas ici, le plus important dans ce modèle, c'est le concept objet. Et l'objet, il véhicule aussi bien les données que les traitements relatifs à ces données. Donc, l'OMG a accepté cette version comme étant un standard de modélisation orientée objet. Et depuis, bien sûr, il y a eu plusieurs apparitions des versions. Donc, 98 UML 1.2, 98 aussi à la fin 1.3, 2001 1.4, 2003 1.5, 2005 2.0, 2008 2.2 et depuis décembre 2017, on assiste à la version UML 2.5.1. Voilà. Donc, et cet UML, j'imagine, il va continuer à évoluer jusqu'à atteindre un niveau de perfectionnement qui permettrait de prendre si vous voulez, tous les besoins qu'il est possible de modéliser à travers ce langage. Donc, maintenant qu'on a compris l'évolution de ce langage UML orienté objet, donc qu'est-ce qui permet de modéliser ce langage? Eh bien, pour un système informatique, il permet de modéliser trois axes de modélisation. Le premier axe, le côté fonctionnel. Le deuxième axe, c'est le côté statique, système à modéliser. Et le troisième axe, c'est le côté dynamique du système à modéliser. Donc, le côté fonctionnel, c'est-à-dire c'est ce que le système fait. C'est-à-dire que là, fonctionnel, quelles sont les fonctionnalités du système, si vous voulez. On répond à cette question. Qu'est-ce que fait le système? Donc, ce sont les différentes fonctions. On décrit les différentes fonctions du système. Donc, pour décrire les différentes fonctions du système, on a plusieurs outils qu'on peut utiliser de l'UML. Donc, les outils, n'oubliez pas, nous avons dit, c'est les diagrammes. Parmi les diagrammes qui nous permettent de représenter ce que fait le système, ou bien le côté fonctionnel du système, nous avons le diagramme de cas d'utilisation, use case, le diagramme de séquence et le diagramme d'activité. Ces diagrammes-là nous permettent de décrire ce que fait le système. Par exemple,
Le côté statique, ça veut dire le côté qui ne bouge pas, qui est fixe, si vous voulez. Le côté statique, le côté donné, relatif aux données, si vous voulez. Statique du système, c'est-à-dire il répond à la question ce que le système est. Qu'est-ce qu'il est en réalité? Quelles sont ses données? Alors, parmi les diagrammes qui permettent de modéliser le côté statique d'un système, nous avons le diagramme de classe, le plus important qu'on va voir dans le GL1, le diagramme d'objet. Le diagramme d'objet, c'est quoi? C'est une instantiation du diagramme de classe. Donc, j'ai une classe, je peux créer un objet. Et si j'ai plusieurs classes dans un diagramme, donc si j'instancie toutes ces classes, si j'instancie toutes ces classes, j'obtiens des objets. Donc, dans ce cas-là, je peux aboutir à un diagramme d'objet. Nous avons le diagramme de composants. Donc, ce diagramme-là, on l'utilise surtout pour représenter la conception architecturale de notre logiciel, de notre système. Le diagramme de déploiement, le diagramme de package, le diagramme de structure composite et le diagramme de profil. Voilà, donc tous ces diagrammes-là permettent de représenter le côté statique d'un système informatique. Donc, le côté dynamique, donc c'est-à-dire comment que le système va évoluer, donc il y a le côté traitement, si vous voulez. Donc, ici, nous avons aussi différents diagrammes. Diagramme d'état transition, diagramme de séquence, d'activité, diagramme de communication, diagramme de temps et diagramme global d'interaction. Donc, ceux-là, ils permettent justement de représenter le côté évolutif de notre système. Bien sûr, certains diagrammes ont été rajoutés tardivement dans les versions du UML, telles que structure composite, profil, telles que le temps, communication peut-être pas, mais telles que le temps, global interaction, etc. Voici la taxonomie des diagrammes UML avec la dernière version du UML, la version 2.4, même la version 2.5.1. Voilà, donc nous avons 14 types de diagrammes. Donc 14 types de diagrammes existent depuis la version 2.4. D'accord? Donc nous avons des diagrammes structurels, 7 diagrammes structurels et 7 diagrammes de comportementaux, d'accord, qui sont relatifs au comportement. Comportement, ça veut dire tout ce qui est dynamique, structurel, tout ce qui est statique. Donc ici, côté dynamique et côté aussi fonctionnel aussi. Donc parmi les diagrammes structurels, le diagramme de classe, de composants, d'objets, de profil, structure composite, déploiement et package. Donc, ce sont les 7 diagrammes structurels. Parmi les diagrammes de comportement, donc nous avons diagramme d'activité, cas d'utilisation, état de transition, et il y a une autre catégorie qu'on appelle diagramme d'interaction. Parmi ceux-là, donc le diagramme de séquence, diagramme de communication, diagramme global d'interaction et diagramme de temps. D'accord? Donc, parmi ces diagrammes-là, il y a certains d'entre eux qu'on va voir dans le cadre de notre GL1. Donc, on va voir en premier le diagramme de cas d'utilisation, c'est le premier qu'on va voir. Ensuite, le diagramme d'activité, le diagramme de classe en troisième lieu, le diagramme d'objet rapidement, donc il ne prend pas beaucoup de temps pour le voir. Nous avons aussi le diagramme de séquence en dernier. Et si on a le temps, on peut rajouter le diagramme d'état transition, ne serait-ce qu'un petit exercice dessus. Donc, voici le diagramme qu'on va voir dans le cadre de notre GL1. 5 diagrammes. Et si on a le temps cette année, je peux rajouter le diagramme d'état transition dans le cadre de notre enseignement de GL1. Donc, voilà. Donc, je crois que j'ai terminé le cours. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes toujours avec moi ou bien vous êtes parti? Oui, madame, c'est clair. Vous êtes là? Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport au diagramme? S'il vous plaît? Personne ne répond? Vous n'avez pas de questions? Bon.
Si vous n'avez pas de questions, donc je vais arrêter ce cours. Donc, je vous donne rendez-vous dans 5 minutes, bien dans 10 minutes. Je vous donne une pause de 10 minutes, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Donc, 10 minutes et on revient.